Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec un nouveau programme qui s'appelle Le Politiste. Alors, cette émission a pour but de faire l'éclairage politique, le décryptage politique, le sondage politique, d'étudier toutes les questions qui ont trait à la politique pour mieux comprendre la politique afin de mieux comprendre les enjeux de la politique, pourquoi est-ce qu'on vote, qui est-ce qu'on doit voter, comment voter, le processus électoral. Pour ce premier numéro, nous allons revenir sur la phase préélectorale de la présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. C'est quoi un processus électoral? C'est quoi la phase préélectorale? Et enfin, qu'est-ce que nous devons retenir de cette phase préélectorale de la présidentielle 2025 au Cameroun? Juste après le générique, nous allons entrer en plein dans la matière avec un expert en politique qui va mieux nous détailler tout ce qu'on vient de citer là. On se prend juste après le générique. Comme nous l'avons dit à l'introduction, tout sera accompagné par M. Tamno Jano, politiste, expert en sciences politiques, diplômé de l'Université catholique de Louvain, avec un mémoire qui lui a valu la mention très bien, qui avait pour thème la participation politique des jeunes au Cameroun, cas du quartier Bépanda. Alors, M. Tamno Jano, bonsoir. Bonsoir, M. Younes Simo Tadoksa. Comment vous allez? Assez bien, merci. C'est un plaisir pour moi d'être dans votre plateau. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aussi. Alors, je vous laisse le temps encore peut-être de mieux vous présenter. Peut-être je l'ai mal fait, à mon humble avis. Je vous laisse le temps de mieux vous présenter. Non, vous ne l'avez pas mal fait, M. Younes Simo. Juste peut-être pour la bonne écoute de vos auditeurs et téléspectateurs. Je suis Tameno Jano Steven, diplômé des relations internationales à l'Université catholique de Louvain. Avec un mémoire qui a eu une très bonne note. Exactement. Apprécié par beaucoup d'enseignants. Exactement. Au Cameroun et en Belgique et en Europe. Parce que j'ai rencontré des enseignants en France qui parlaient de toi. Merci, c'est un plaisir. Enfin, quand je faisais mes recherches, forcément, et je tombais sur ça. C'est un plaisir. Ton mémoire parlait de quoi exactement? Monsieur Younes Simo Tadoksa, merci pour l'honneur que vous me faites ici de présenter mon travail de fin d'études de master en relations internationales, même si j'ai traité d'un sujet qui, à proprement parler, ne concerne pas les relations internationales, mais concerne ce qu'on appelle la sociologie politique. Donc, plus précisément, je me suis intéressé sur la question de la participation politique des jeunes au Cameroun, notamment en prenant le cas d'études des jeunes du quartier populaire de Bépanda à Douala, dans la période de 2018 à 2024, parce que mon mémoire, il a été défendu en 2024. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'est-ce qui nous a amené à faire cette recherche ou à faire ce travail? Bien, c'est que nous nous sommes rendus compte au lendemain de l'élection présidentielle ou alors de la présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, que nous nous sommes rendus compte d'un ensemble de faits. Au lendemain de l'élection du 7 octobre, nous avons M. Maurice Kamto, candidat à l'élection. Opposant principal, qui sort second aux élections présidentielles en 2018 avec un pourcentage de 14%. C'est ça, si je ne me trompe pas. Exactement. Ouais. Et donc, il va entrer dans une dynamique qui est celle de dire que le vainqueur de la présidentielle d'octobre 2018 est bien M. Kamto et non M. Paul Biya. Il va donc entrer dans une vaste campagne d'appel au départ pur et simple, je le cite ce soir ces propos, du départ de M. Paul Biya. Okay. Alors, il va donc s'ensuivre tout un ensemble d'appels à la marche, aux manifestations, pour demander justement le départ de M. Paul Biya. Alors, ce qu'on va observer, c'est l'un des premiers faits qui va m'interpeller, c'est que malgré la forte affluence, malgré la forte présence de ses partisans, de ses sympathisants sur les réseaux sociaux, on ne verra pas grand nombre. C'est vrai que les avis sont partagés. Pour les organisateurs les appellent à ces marches. On estime qu'il y a eu un grand nombre. Pour une certaine presse, on estime que le nombre était assez mitigé, qu'il n'y avait pas réellement une masse critique sur le terrain. Donc, on va constater, les faits quand même, ils sont là, qu'il n'y aura pas véritablement une forte mobilisation et que M. Biya reste au pouvoir. D'ailleurs, il est encore candidat pour la présidentielle de 2025. C'est pour le fait qu'il va nous interpeller. Et puis, nous allons nous dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut avoir une forme de mobilisation sur les réseaux sociaux qui ne se matérialise pas en acte sur le terrain? On va donc chercher à comprendre ce qui ne va pas. Mais on va se rendre compte que ce n'est pas simplement le seul fait. Il y aura un autre fait. Dès 2018-2020, M. Biya Paul, dans ses discours, dans ses messages à l'adresse de la nation, chaque 10 février, il va évoquer le concept de transition générationnelle. Autrement dit, et ça il va le confirmer, il va inviter les jeunes qui le désirent
à participer au processus électoral, à s'engager en politique. Il va d'ailleurs dire qu'il faudrait que les jeunes, enfin que la jeunesse camerounaise est celle qui devra représenter les intérêts, les enjeux du Cameroun de demain, et qu'il nous faudra donc de l'expertise, de la compétence et de l'expérience. Donc on peut comprendre que ces propos sont en phase. Il faut une jeunesse formée, il faut une jeunesse compétente, expérimentée, et il prépare le concept de passage à la transition générationnelle. Seulement, en 2024, vous avez M. Cavaillé Dibrim, président de l'Assemblée du Sénat, qui est de l'Assemblée nationale avec M. Cavaillé Dibrim, autant pour moi, qui est président de l'Assemblée nationale, qui a âgé de 84 ans, qui vient d'être réélu au bureau comme président de l'Assemblée nationale. Vous avez M. Niat Difendi, président du Sénat, âgé de 90 ans pour ceux qui vivent en Belgique, de 90 ans. 91 ans pour ceux qui vivent en France. Voilà, 91 ans en 2024, lorsque je travaille sur ce sujet, qui vient d'être réélu après 30 ans pratiquement président du Sénat. Et nous avons M. Paul Biya. Nous avons M. Paul Biya lui-même qui vient d'être réélu à 91 ans ou à 91 ans. Et vous avez le think tank International Crisis Group qui fait comprendre que les postes à responsabilité économique et politique au Cameroun sont entretenus et maintenus par des vieux. C'est pas faux. C'est pas faux. Les travaux de l'International Crisis Group sont des travaux qui sont très souvent le produit du travail sur le terrain. Donc, c'est le reflet, c'est le résultat d'un travail empirique. Vous avez M. Cabral Libi qui va dire que les jeunes sont considérés au Cameroun comme du bétail électoral. Pas plus que ça. Donc, ça relève de l'inédit, selon ses propres termes, de voir un jeune qui est dans des institutions politiques. Donc, le deuxième fait que nous constatons, c'est tandis qu'il y a un discours présidentiel qui tend à encourager la présence des jeunes dans des institutions politiques, tandis qu'il y a un discours qui annonce la transition générationnelle, il y a quand même une absence de ces jeunes dans ces institutions. Nous venons de dire que nous ne voyons pas des jeunes dans les rues. Dans les rues. Du moins, qui ne sont pas dans cet espace, dans cette arène politique qu'est la rue, pour appeler au départ de M. Biya. On peut se dire, bon, peut-être s'ils ne sont pas dans la rue, ils sont probablement dans les institutions. Okay. Mais malgré l'appel du président Biya à intégrer les institutions, on ne trouve pas de nombreux jeunes qui sont dans les institutions. Cela est appuyé par les travaux des think tanks sérieux. Cela est appuyé par la parole d'un homme politique crédible comme M. Cabral Libi. Deuxième constatation. Troisième constatation, se dit, peut-être que si ces jeunes ne sont pas dans les institutions, peut-être que s'ils ne sont pas dans la rue, ils sont probablement dans les votes, ils sont probablement dans des réunions, meetings politiques. Peut-être sur le digital aussi. Peut-être sur le digital aussi, mais ce qu'on va constater là aussi, d'ailleurs, on pourrait se dire qu'ils sont sur le conseil de M. Biya, parce que pour M. Biya, le président Paul Biya, la façon digne, ça c'est l'un de ses messages à l'endroit de la nation, de la jeunesse, il disait que la manière digne de faire de la politique, c'est de participer au vote, c'est de s'engager lors d'une élection, qu'elle soit communale, qu'elle soit locale ou qu'elle soit nationale. On se dit peut-être que les jeunes ont écouté ce conseil et qu'ils ont migré vers ce mode de participation politique. Mais ce qu'on va constater aussi avec les travaux de nombreux auteurs, de nombreux scientifiques, ce sera que les jeunes n'expriment aucun intérêt pour la participation au processus électoral, pour le vote. La question que nous nous posons, c'est où sont donc ces jeunes? Où sont ces jeunes? Ce d'autant plus que le Cameroun est traversé entre 2018 et 2024 et longtemps avant un ensemble de crises, des enjeux du secteur de politique publique comme le secteur énergétique. Vous avez quand même un pays où vous n'avez pas d'énergie électrique. En 2023, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'énergie électrique. Or, on sait que face à cet enjeu du sectoriel de politique publique qui est l'enjeu énergétique, M. Cabral Libi, permettez que je revienne sur lui, non pas que je sois partisan, mais c'est un nom qui est revenu plusieurs fois dans mes travaux. M. Cabral Libi va appeler la jeunesse camerounaise, il va appeler les populations à une marche, non pas partisane, mais pour la réclamation du retour à l'énergie électrique ou à l'énergie électrique. Il n'y aura personne sur le terrain, aucun jeu. Or, dans une analyse comparative avec le Sénégal, on va constater que le départ de M. Ouad du Sénégal vient de coupures intempestives d'énergie électrique. Les jeunes se sont mobilisés. Il y a eu un appel de la société civile qui a été suivi par les masses et cela aboutit au départ de M. Abdoulaye Wade. Deuxième fait, en 2023 ou 2024, si je ne me trompe pas, vous avez au Cameroun le jeunesse Martinez Ogo qui est assassiné. Je peux faire tel propos. Okay. Nous savons tous.
Mais il n'y a pas eu, et il faut dire que le président de la République a attendu 5 jours pour instruire une enquête. Une enquête, 5 jours après. 5 jours après un acte aussi Horrible. horrible. Il y a eu comme un silence. Il n'y a pas une forte mobilisation qui s'est traduite sur le terrain de la part de ces jeunes. Or, au Burkina Faso, c'est toujours la mort d'un journaliste, M. Zongo. Enfin, le nom peut m'échapper, mais les Burkinabés me pardonneront si je ne me souviens pas du nom, mais ils connaissent cette histoire. Donc, c'est la mort d'un journaliste là-bas qui va entraîner un ensemble de mouvements sociaux initiés par les jeunes. Pas les jeunes. Bon, on va se dire, qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Est-ce que l'expression selon laquelle les jeunes Camerounais sont zombifiés est vraie? Mais nous, on ne va pas s'arrêter là à ce niveau de constat. On va évoluer encore dans notre constatation pour constater que les jeunes au Cameroun de la période préélectorale étaient des jeunes, enfin, pas autant pour moi, pas d'à peu près le temps, mais de la période précoloniale. Précoloniale. C'était des jeunes qui avaient investi tous ces éléments. Ils étaient à la fois investis dans les institutions parlement, ils étaient investis, comment on appelle ça, dans le processus électoral. Donc, ils étaient des élus. Ils étaient sur le terrain, je dis bien dès la phase précoloniale. Sur le précolonial pour la partie investissement sur le terrain. La phase coloniale pour les parties d'investissement dans les institutions, ACAM et un parlement camerounais. Donc, ils étaient dans le poste. D'ailleurs, la plupart des élus de cette communauté des jeunes camerounais, ils faisaient aussi face aux enjeux que nous avons aujourd'hui. On se dit, c'est quoi cet écart? Et c'est là que vient notre problème. L'écart d'abord entre les jeunes Camerounais actuels et ceux de l'époque précoloniale et coloniale. Ensuite, l'écart entre pour ce comportement plus ou moins anormal, si vous permettez l'expression, entre le silence dont font montre les jeunes Camerounais alors qu'ils sont traversés par un ensemble d'enjeux, les défis sécuritaires, énergétiques et même de liberté publique et individuelle. Donc, on s'est dit, c'est quoi le problème? Et c'est comme ça que nous avons posé la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cette apparente démobilisation des jeunes au Cameroun. C'était donc ça à peu près la question centrale qui a orienté notre travail de recherche de fin de cycle. Qui a pour sujet la participation politique des jeunes au Cameroun, plus précisément les jeunes du quartier de Bépanda. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que Bépanda, c'est l'un des quartiers les plus cosmopolites de Douala, pour ne pas dire du Cameroun, parce que dans Bépanda, on retrouve presque toutes les tribus du Cameroun, et avec beaucoup d'étrangers aussi qui se retrouvent à Bépanda. C'était juste une parenthèse. Pourquoi Bépanda et quels étaient les résultats de votre enquête? Bépanda, vous l'avez dit, d'abord, c'est un quartier assez cosmopolite. En plus aussi, vous avez Bépanda qui a une histoire politique assez connue. C'est d'abord dans un quartier de la ville de Douala qui est réputé être un quartier assez mouvementé. Et puis vous avez dans ce quartier, c'est un quartier qui était rendu, qui est habitué à, comment dire ça, à sa participation aux mouvements sociaux, le mouvement dans les rues. Vous souvenez des affaires des émeutes de la fin de février 2008. Vous vous rappelez de l'opération... Le commandement opérationnel de 2000. De 2000. Donc vous avez... qui a eu la chiffre qui est de là est sorti les 9 disparus de Bépanda. Les 9 disparus de Bépanda. Donc Bépanda est un quartier assez... c'est un quartier populaire, c'est un quartier, et ce d'autant plus que les jeunes au Cameroun, on peut les situer globalement dans le milieu populaire. Donc Bépanda, c'est un quartier populaire, c'est un quartier politiquement assez connu, qui a une histoire politique. C'est un quartier qui habituellement aussi a connu à la fois le passage, la victoire du parti au pouvoir sous le règne de Madame Françoise Fournier. Et c'est aussi un quartier qui a basculé dans l'opposition aux côtés du SDF et aujourd'hui peut-être avec le MSC. Donc c'est un quartier qui, du point de vue politique, est assez intéressant. Et ce d'autant plus que vous avez des migrations à l'intérieur du pays. Il y a une forte croissance de l'exode rural qui fait que les gens quittent des campagnes ou aller vers la ville. Donc, à Bépanda, vous avez justement des gens qui viennent des campagnes, qui sont des classes sociales les plus représentées, donc populaires. Nous avons aussi les déplacés internes qui sortent du Nozo. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Donc, vous avez un ensemble de populations à l'intérieur qui permet justement qu'on puisse étendre les résultats de nos travaux à l'ensemble des jeunes du quartier de Bépanda, eu regard de quelques limites et réserves. J'ai lu votre mémoire. Je me suis rendu compte que pour mieux asseoir vos recherches, vous avez utilisé la théorie du constructivisme d'Alexandre Wayne. Parlez-nous en plus, s'il vous plaît.
Bien, le constructivisme est une théorie politique. Déjà, il faut savoir que les théories sont, en sciences politiques, des instruments qui vous permettent de mener l'analyse d'un phénomène politique. Parce que la science politique, elle étudie le phénomène politique, elle explique le phénomène politique. Vous avez dans les modes d'explication du phénomène politique des modes dits structurés et des modes dits non structurés. Les modes structurés sont ceux qui justement révèlent de la science. Les modes non structurés sont ceux qui peuvent révéler d'autres domaines que ceux de la science. Alors dans la science, pour expliquer un phénomène politique, vous avez des outils. C'est l'image d'un technicien, d'un mécanicien qui, voulant dépanner une voiture ou voulant dépanner une moto, va utiliser certains nombres de tournevis. Ok. Il a sa boîte à outils. Il a sa boîte à outils. Et dans sa boîte à outils, il y a les tournevis, il y a les pinces, etc. Donc, la théorie, c'est justement cette boîte à outils pour le scientifique de la politique qu'on appelle le politiste. Okay. Donc, l'outil que j'ai utilisé dans ma boîte à outils, c'est ce qu'on appelle le constructivisme. Il vise à expliquer le comportement, le phénomène politique, le comportement des acteurs politiques. Les jeunes étant des acteurs politiques, je pourrais donc expliquer le comportement à partir de cette théorie. Mais que dit cette théorie en réalité? De manière brève, elle dit que le phénomène politique n'est pas un phénomène qui tombe du ciel, que le comportement d'un sujet politique n'est pas un comportement qui tombe du ciel, mais c'est un comportement qui est en réalité le fruit d'une construction sociale. Michel Alexander Wade va identifier un certain nombre de concepts pour mieux comprendre le comportement des sujets politiques. Il va identifier ce qu'on va appeler l'identité et les intérêts. Il va dire que la somme de l'identité et de l'intérêt d'un individu entraîne son comportement. Donc, si un individu, un sujet politique, se comporte de telle ou de telle manière, c'est parce que l'association de son identité et de son intérêt. L'identité étant ce que l'acteur sujet est, l'intérêt étant ce que l'acteur sujet veut. Il va identifier plusieurs types d'identité. Mais dans le cadre de ces travaux, nous avons choisi ce qu'on appelle l'identité de rôle, que nous-mêmes nous avons pour le soin de décomposer en deux types d'identité de rôle. Une identité de rôle sociale et identité de rôle personnelle. Okay. L'identité de rôle, en réalité, c'est ce concept qui permet de comprendre qui nous sommes, mais dans une interrelation avec l'autre. Et comme nous sommes partis du principe que les jeunes interagissaient dans leur société, nous avons voulu prendre l'identité de rôle social. Revenons un peu sur Wayne et évitons un peu d'être purement technique. Plus simplement, mais ça, les gens de Wayne va dire que, je l'ai dit, c'est mon identité plus mon intérêt qui me permet de me comporter d'une certaine manière. L'identité, c'est ce que je suis. L'intérêt, c'est ce que je veux. Mais cette identité, elle-même ne vient pas n'importe comment. Elle se construit à travers la société. Pour lui, les pratiques, les discours, les normes, les valeurs qui sont partagées dans une société produisent une identité qui, associée à ce que je veux, induit un comportement. Okay. C'est cette boîte d'outils que nous avons utilisée pour notre travail. Alors, nous avons constaté globalement sur le terrain que, à travers ce qu'on appelle des études qualitatives, parce que nous avons mené un ensemble d'entretiens avec des jeunes du quartier dépendants, nous avons constaté que dans ce quartier, les pratiques répressives de l'État, le discours de peur des parents, du voisinage, ce qu'on appelle le référent identitaire. Donc, parce que ce sont les référents qui construisent ces discours et ces valeurs comme je vous parlais précédemment. Donc, les parents, les voisins, les collègues, les amis, les groupes d'appartenance sociaux dont on pense que les réseaux sociaux et les influenceurs ont aboli. Oh que non! Ces groupes d'appartenance sociaux continuent sur le terrain africain à exister. Et donc, nous avons constaté que les pratiques répressives de l'État, les discours portés par ces référents que sont parents, oncles, amis, voisins, construisent finalement une identité de rôle social du jeune. Laquelle? Parce que vous avez dit dans l'identité, on peut diviser encore en deux. Permettez que j'entre dans des détails. Allez-y. Faciliter la digestion intellectuelle. Allez-y. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez deux identités de rôle. Nous avons défini deux identités de rôle. Comment la société pense vous attribuer un rôle, c'est-à-dire ce que nous avons appelé identité de rôle social, parce qu'il faut être clair, M. Wen, pas d'identité de rôle. Mais nous, dans notre travail, nous avons davantage conceptualisé son concept.
Nous avons dit identité de rôle social, identité de rôle personnel. L'identité de rôle social, pour nous, signifie le rôle que la société, elle te donne. Ok. Et l'identité de rôle personnel, c'est ce que je pense, ou alors du rôle que moi-même je dois jouer dans la société. Ok. Donc, je recommence. Oui. Identité Du rôle sociale, c'est le rôle ou bien l'image que la société renvoie sur moi, l'image que la société a du rôle que toi, tu dois jouer. que je dois jouer. Oui. Et l'identité de rôle personnel, c'est le rôle que moi je dois jouer, Que je pense que je dois jouer. que je pense. Ok, pas que je dois jouer, mais que je pense que je dois jouer. Oui. Ok, c'est bon. Parce qu'il s'agit toujours d'une interaction. Donc, vous comprenez que le regard d'autrui, ce qu'autrui pense de moi, a un impact sur mon identité. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va constater, en interrogeant nos jeunes, qu'ils ont une identité de rôle personnel pour ce qui est de la politique. C'est qu'ils pensent qu'ils ont un rôle politique à jouer au Cameroun et qu'ils aimeraient bien jouer ce rôle. Donc, ça permet rapidement de balayer un préjugé qu'on a, qui est de dire que les Camerounais, les jeunes Camerounais sont zombifiés. Oh que non, ils ne sont pas zombifiés. Ils pensent qu'ils ont un rôle politique à jouer. Ils pensent qu'ils peuvent intervenir, qu'ils peuvent contribuer au développement politique de notre pays. Maintenant, vous avez l'identité de rôle social aussi, qui est ce que la société collectivement renvoie aux jeunes quant au rôle qu'ils pourraient jouer dans la société, notamment au rôle politique qu'ils pourraient jouer. La société, elle a tendance à donner l'impression aux jeunes que la politique, elle, n'est pas faite pour les jeunes, mais qu'elle est faite pour les vieux. Okay. Donc, le jeune, lui, se sent comme écarté du jeu politique. Vous avez donc ces deux identités de rôle. Le jeune, lui, il pense que j'ai un rôle. La société pense que politiquement, tu n'as pas un rôle. Pour plusieurs raisons, parce que c'est dangereux, parce que c'est pour les vieux, c'est une souvenir des parents avec ça. La politique que tu me fais là, non, ne fais pas ça, c'est pas bon. Je veux te voir grandir, des choses comme ça, quoi. La politique, les parents n'aiment pas qu'on se frotte à ça. Ouais. Généralement en Afrique. Et vous vous souvenez, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont défilé où on voit le très respecté patriarche KG, c'est pas ce monsieur KG ou ce monsieur Fossofito, dit aux jeunes, ce n'est pas encore votre tour. Vous êtes encore jeune, c'est d'abord le tour de monsieur Fossofito. Donc vous comprenez qu'il y a cette identité et qui est répandue aux jeunes, c'est pas encore tout le temps. C'est revenu en tout cas plusieurs fois dans nos enquêtes sur le terrain. Alors, quand le jeune a cette identité, il intervient dans ce qu'on appelle l'intérêt, je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Quel est son intérêt? Je veux dire, même dans l'intérêt, M. Wells décompose deux intérêts. L'intérêt objectif et l'intérêt subjectif. L'intérêt objectif, c'est ce que je dois faire pour continuer à exister. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que mon identité, elle ne disparaisse pas? C'est une question existentielle, l'intérêt objectif. L'intérêt subjectif, c'est la croyance en ce que je peux faire. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque le jeune, parce qu'il filtre, il est dans un conflit dans ses identités. Je veux participer, mais on me dit que cette arène m'est interdite, l'arène politique m'est interdite. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il va se dire, OK, soit il accepte l'identité de rôle social qu'on lui donne. Parce que là, on a remarqué qu'il y avait dans deux cas. Les jeunes, de manière globale, ont une identité de rôle personnel. C'est-à-dire, l'identité de rôle personnel se dit, je veux m'engager, je veux contribuer, je veux faire quelque chose. L'identité de rôle social, globalement, ce n'est pas ta place, la politique. Alors, après ça, nous avons observé deux choses. Il y avait d'un côté des jeunes qui avaient accepté leur identité de rôle social. Et ça aussi, qu'est-ce qui fait que vous l'acceptiez? C'est encore le discours qui est répandu dans la société. D'ailleurs, il y a des jeunes qui vont se dire, on m'a interdit l'arène politique, d'accord, j'accepte. Même si je pense que je peux faire quelque chose, mais j'accepte cette identité de rôle social. Il y en a qui vont se dire, non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'on me dise que je n'ai rien à faire en politique, c'est d'autant plus que je pense que je peux faire quelque chose. Alors, dans les deux cas, on va faire entrer en temps l'intérêt. Il y en a qui vont se dire, celui qui a accepté son identité de rôle social va se dire, mon intérêt maintenant pour moi, ce sera l'intérêt objectif. On m'a refusé l'arène politique. Mais j'ai comme une identité de rôle personnel, c'est que je veux faire quelque chose. Si je ne fais pas, je meurs. Qu'est-ce que je fais donc pour ne pas mourir? Pour que mon identité de rôle personnel ne meure pas. Alors, ce qu'il va faire, c'est dire, je vais au moins consommer la politique. Je vais au moins discuter de la politique. C'est ce qu'on appelle chez nous une manifestation d'intérêt, qui est un mode de participation politique. Il va se limiter à ça. Vous allez voir beaucoup de jeunes qui, dans le quartier, vont quand même parler des Kamto de Poulbia.
qui à la maison, mon père de comme toi, avec le voisin, mon père, ou alors souvent vont regarder un débat politique télévisé là comme ça. C'est une manifestation d'intérêt politique, c'est une forme de participation politique. Le problème, c'est qu'au Cameroun, la majorité des jeunes sont donc dans cette case-là, dans ce gaulois-là, comme on aurait pu dire au Cameroun. Maintenant, il y a un autre groupe qui va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous refusons d'accepter cette identité de race sociale. C'est comme une prédestination. Nous refusons cela. Bien sûr, vous ne choisissez pas notre destin. Ouais. Mais quand ils refusent, ils vont dire, on va tout faire pour exister. C'est-à-dire l'intérêt objectif va rester, on va consommer, mais après on va chercher la meilleure façon d'exister. On a dans l'intérêt subjectif. Il va donc aller dans le répertoire des mots de participation politique. Il y a un répertoire manifestation d'intérêt, premier répertoire on en a parlé. Il y a un deuxième répertoire activité politique conventionnelle. Cela veut dire quoi? Voter, participer au processus électoral, adhérer à un parti politique, participer au comité de développement du quartier, être en contact avec les communes, faire une lettre au gouvernement, donc les actions politiques conventionnelles. Après, il y a l'activité politique non conventionnelle, boycott, manifestation, etc. Vous voyez? Donc, il va dire dans cette gamme-là, je vais choisir le mode qui va me permettre de participer sans toutefois être réprimé. Enfin, le mode qui me semble être le meilleur. Et dans ces différents modes-là, ils vont donc choisir ceux qui les exposent le moins à une confrontation directe avec la République ou avec l'État, pas avec la République, mais avec le gouvernement, tant il est vrai que le gouvernement présente des signes de répression assez sérieux. Donc, on va donc avoir des jeunes qui vont dire, je refuse, je vais exister, mais je vais me limiter au vote. Je refuse, je vais exister, mais en plus du vote, je vais marcher. Il y en a qui vont choisir la confrontation, mais dans la plupart des cas, donc, vous trouvez que il y a donc beaucoup de jeunes, de nombreux jeunes qui vont suivre le débat, qui vont faire des expressions de manifestations d'intérêt et certains qui vont se limiter à participer dans leur quartier, réunions, associations, comités de développement. Il y en a qui vont dire non, en plus de ça, je vais marcher, sauf que cela soit en proportion limitée. Et des gens vont dire les jeunes Camerounais sont zombifiés. Non, que non, ils ne sont pas zombifiés. Ils ont choisi le mode qui le moins les expose au conflit et à la répression, mais il reste très politisé. C'était donc ça l'essentiel de mon travail de mémoire. Je t'ai rappelé que ton mémoire, tu as mené une enquête avec des jeunes majeurs. Oui, majeur. Et puis c'est aussi une contrainte scientifique, parce que lorsqu'on définit le concept de jeune, il y en a qui l'ont défini sur le critère biologique, non suivant l'âge, et qui disent que le jeune pas de 18 à 35 ans. Et bon, sauf que nous ne pouvions pas prendre le concept, du moins le critère d'âge biologique minimal de 18 ans. Parce que la loi électorale au Cameroun parle de participation politique pour les jeunes, notamment à partir de ce qui concerne le vote, à partir de 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de la majorité électorale au Cameroun. Donc nos jeunes étaient ceux qui partaient d'un minimum 20 ans. Okay. Mais nous avions aussi une borne maximale qui était 35 ans. Parce que d'après les nombreux travaux de l'ONU, etc. pour l'Afrique, ou alors de l'Union africaine, le jeune, c'est celui qui a entre 18 et 35 ans. 35 ans. Donc nous avons pris entre 20 et 35 ans. Ok. Merci déjà. Nous allons passer à la prochaine partie, juste après cette petite transition. Vous avez des colis ou des marchandises à expédier de l'Europe ou de la Chine vers le Cameroun. Faites confiance en Sigma Logistique, votre partenaire de confiance pour un service rapide et sécurisé. Sigma Logistique se distingue par son engagement envers l'excellence et son expertise en matière de transport de colis et de marchandises. Avec une équipe professionnelle dévouée, nous veillons à ce que vos envois arrivent à destination en temps voulu en parfait état. Notre approche personnalisée nous permet de comprendre vos besoins spécifiques et vous offrir des solutions sur mesure. Nous prenons en charge chaque étape, du stockage à la livraison, en passant par le groupage, le transport et les procédures douanières, dans le but de vous permettre de vous concentrer sur vos activités principales. Vous recherchez un partenaire logistique qui comprend vos besoins et offre des solutions de transport de colis et de marchandises sans faille. Contactez dès aujourd'hui Sigma Logistique et découvrez comment nous pouvons vous aider à expédier vos colis en toute tranquillité. Une fois de retour, nous allons continuer notre entretien avec l'expert en politique. Déjà, j'aimerais savoir, il y a le politologue, le politiste et le politicien. Une minute, c'est quoi la différence entre les trois? Donc, c'est bien que vous posez cette question parce qu'elle fait objet souvent de confusion. Il y en a qui pensent que lorsqu'on fait des études de sciences politiques, c'est pour devenir politicien. Non. Le politicien, c'est l'élu.
c'est celui qui est sur le terrain. C'est le maire, c'est le conseiller, c'est celui qui est en campagne, qui veut être conseiller, c'est lui le politicien. Exemple, Feu François Fournier, M. Cameroun, M. Saint-Germain, etc. Super. Le politologue, c'est un, entre guillemets, savant de la politique, mais qui très souvent est beaucoup plus concentré aux commentaires de l'actualité politique. Très souvent. Ça, c'est le politologue. Le politologue. Okay. Mais il reste un académicien savant. Okay. Le politiste, c'est le scientifique de la politique. Okay. Ça veut dire, lorsque vous voulez construire une maison, vous appelez un ingénieur du bâtiment, des travaux du bâtiment, voilà. Lorsque vous voulez avoir le pouvoir, vous appelez un scientifique de la politique. Et le scientifique de la politique, c'est dans le politiste. Son travail très souvent semble être cantonné, c'est un travail purement académique qui souvent, malheureusement, reste cantonné, malheureusement ou heureusement, se trouve dans les laboratoires. Il est plus académicien. Donc la petite différence, souvent qu'aussi, on confond. Et le politicien? Le politique, c'est le politologue. Ce sont les termes qui souvent s'utilisent de manière synonymique, mais qui ont une légère différence. Le politologue est beaucoup plus dans, même si les savants est beaucoup plus dans le commentaire d'actualité, le politique, c'est plus dans l'université, l'académie. C'est une parenthèse. Je crois que peut-être dans les prochains numéros, nous allons revenir sur ces questions. Ouais. OK. Entrons directement. Nous constatons que nous venons de finir la phase préélectorale des élections au Cameroun. Alors, déjà, avant d'entrer dans cette question, j'aimerais savoir, ou bien nous aimerions savoir, c'est quoi un processus électoral? Bien, un processus électoral, c'est un processus, comme on l'a dit, un ensemble d'opérations qui conduit justement à la désignation de. Bien, et dans le processus électoral, vous avez, certains ne le disent pas, mais vous avez déjà la convocation du corps électoral. Donc, le processus très souvent déclenche lorsqu'il y a convocation du corps électoral. Ensuite, après cette convocation, je l'ai dit, le processus est un ensemble d'opérations. Vous avez donc ce qu'on appelle la phase pré ou l'opération pré-électorale. Vous avez une phase électorale, vous avez une phase post-électorale. Donc, le processus électoral, c'est l'ensemble de toutes ces trois phases. C'est trois phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Exactement. OK. Donc là, maintenant, on vient de finir la phase préélectorale au Cameroun. Quelles leçons pour nous tirer? Bien, avant, il faut peut-être qu'on explique aussi pour la gouverne de vos téléspectateurs, de vos... Bien, la phase préélectorale elle-même comporte un ensemble d'opérations. Opération d'exclusion sur liste électorale. OK, oui. Premièrement. Bah, nous avons vu beaucoup de candidats au Cameroun qui sont enregistrés. On comptait près de 200, plus de 200, je pense. Mais sur les 200, il y a eu 12 qui ont été retenus. Et parmi les 12, il y a monsieur, bon, personne n'attendait, c'est juste pour faire juste salut monsieur B.C.Ping, le président du référé, qui était, bon, voilà, qui pour certains sont vraiment le vrai vainqueur de ces élections présidentielles. Mais bon, revenons à nos mots étant. Bien, déjà, il n'y a pas eu 200, c'est quand même moins de 200 candidats, enfin de candidats à la candidature. Ouais. Vous avez la phase d'exclusion sur liste électorale. Vous avez la phase, justement, de dépôt de candidature à la candidature. Ah, OK. Donc, il y a la phase d'inscription sur la liste électorale. Ça veut dire qui va vous voter. OK, qui va voter? Ça, c'est le citoyen. Le citoyen. Donc, la phase où le citoyen vient s'inscrire sur la liste électorale. C'est la première phase. C'est d'un enjeu assez important, en tout cas pas des moindres. Vous avez vu d'ailleurs que le candidat ou alors monsieur le professeur Boris Kamto a beaucoup insisté sur le fichier électoral. Donc, c'est une phase, on reviendra sur les leçons qu'il faut tirer qui n'est pas des moindres. Le deuxième élément, c'est dans la phase de dépôt de candidature à la candidature. Ensuite vient la phase du contentieux qui va être vidé par le conseil ou alors par la cour constitutionnelle. Bon, c'est vrai qu'entre les deux fois, entre les deux opérations, vous avez la proclamation entre guillemets des résultats par l'ECAM. Après, vous avez le contentieux, vous avez les résultats définitifs des candidats qui seront retenus. Donc voilà les différentes opérations qui meublent la phase préélectorale. Alors vous m'interrogez sur la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de cette phase. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette phase préélectorale? J'aimerais aussi souligner quelque part sur le commentaire que vous avez fait sur le président du référé. Ouais. C'est pour la gouverne de nombreux. L'élection, notamment la présidentielle, n'est pas simplement un moment où on désigne le futur président de la République, mais c'est aussi une tribune. L'élection est le moment où l'on profite pour mettre devant de la scène des problèmes qui auraient été ignorés si nul n'avait été l'élection. C'est une tribune, c'est une fonction tribunicière de l'élection. C'est la raison pour laquelle certains scientifiques souvent estiment, c'est l'une des raisons autant pour moi pour lesquelles certains scientifiques estiment qu'il n'est pas bon de boycotter une élection.
Parce que justement, même si, comme on a l'habitude de le dire, c'est perdu d'avance, non, parce que l'élection, c'est pour nous permettre d'imposer, même aux candidats qui, rédigeant ou présentant leur offre politique, peuvent intégrer des problèmes ou des enjeux soulevés par la masse dont ils n'avaient pas pris, mesurer la nécessité au moment où ils rédigeaient leur offre politique. Donc, on peut aller à une élection pas seulement parce qu'on veut gagner, mais aussi parce qu'on veut mettre sur la place publique, amener les acteurs à prendre en compte un ensemble de problèmes sociétaux qui existent. Donc, c'est que la parenthèse sur le président. C'est le cas avec M. BCP. Retard de paiement de salaire et se remet à décompter une situation de milliers d'enseignants ou bien de milliers de fonctionnaires camerounais. Donc, c'était juste une parenthèse. Alors, que retenir de ces élections, de cette phase préélectorale? Bien, nous retenons 5 éléments majeurs. OK. Premier élément. Premier élément, c'est sur la période d'inscription sur le sectoriel, ce que j'ai appelé, pas moi, ce que je vais utiliser, c'est que mes parents académiques, mes parents scientifiques ont appelé le contrôle social, un concept qui est fortement utilisé par M. Philippe dans son ouvrage « La sociologie politique ». C'est le premier élément. Vous voulez que je fasse la liste avant de revenir ou bien que j'aille progressivement? Non, allons progressivement. Bien, vous avez donc pour moi ce que j'appelle la première opération pour la communication électorale, qui est celle d'inscription sur les listes électorales. Qu'est-ce qu'on va constater, monsieur Lionel Simotadon? Ça permettait que je fasse lecture de quelques éléments. Bien, vous avez en 2018, lors de la dernière élection, de la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, on peut constater sur le site d'Elecam qu'il y avait environ 6,6 millions d'inscrits pour pratiquement 3 590 427 votants. OK. Monsieur Biya Paul a été élu avec 2 521 934 voix, soit un pourcentage de 71,28%. Vous avez M. Maurice Kamto qui était second à cette présidentielle, qui a eu 503 384 suffrages valablement exprimés en sa faveur, soit un pourcentage de 14,23%. Bien. En 2025, toujours d'après Elecam, nous avons 8 millions. Je te coupe pas. Je t'ai rappelé que Elecam, c'est l'organe qui gère les élections au Cameroun, l'organe électoral au Cameroun. Ça veut tout simplement dire Election Cameroun. C'est une parenthèse. Oui. Pour nos amis ivoiriens, burkinabés, tchadiens, centrafricains qui nous écoutent. Exactement, M. Lionel Simo. Donc, vous avez, en 2025, d'après Elections Cameroun, nous avons 8 82 645 nouveaux, enfin, pas nouveaux inscrits, mais inscrits sur la liste électorale pour le compte des élections de 2025. Contrairement en 2018, il y a 7 ans où on avait 6,6 millions. Il y a une augmentation. Il y a une augmentation de 1 482 645 nouveaux inscrits. Okay. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'entre 2024 et 2025, le nombre d'inscrits est passé de 461 559 à 373 588. Donc, je reprends. OK. En 7 ans, le nombre d'inscrits a augmenté. Nous avons de nouveaux inscrits, environ 1 500 000. Les mathématiciens comprendront bien cette partie. Vous avez comme une fonction croissante, mais qui à un moment, même si elle reste croissante, tend à décroître. Donc, vous avez comme une décroissance de la croissance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'entre 2024 et 2025, même si globalement, on a l'impression d'une... Enfin, c'est plus une impression, c'est une réalité, c'est un fait. Il y a une augmentation de nouveaux inscrits. On se rend quand même compte que dans cette période, il y a un moment où cette augmentation décroît. En 2024, on a 461 559 nouveaux inscrits en 2024, en juin-mai 2024. Et en juin-mai, ou entre janvier et juin 2025, vous avez 373 000. Donc, même s'il y a de nouveaux inscrits, dans cette période d'un an, ce nombre de nouveaux inscrits chute. Il chute de 87 971 personnes. Il y a cette chute. Alors, la question que je vais me poser, c'est pourquoi? Pourquoi une chute? Pourquoi il y a chute? Est-ce qu'on veut dire que les Camerounais ont cessé de s'inscrire comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est la question que je me suis posée. Nous sommes dans les leçons qu'il faudrait tirer. Alors, lorsque je me pose cette question, j'émets une hypothèse. L'hypothèse, c'est de dire qu'il y a une volonté de maintenir l'ordre précédent des résultats ou l'ordre des résultats des élections précédentes ou des élections précédentes. Je veux dire quoi? Enfin, tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dire il faut que les résultats tels qu'on les a souvent connus demeurent.
Ok. Pourquoi? La théorie que j'utilise pour bien expliquer ça, vous vous souvenez, on a un peu peur des théories, c'est dans la théorie du contrôle social. Que dit la théorie du contrôle social? La théorie du contrôle social dit, nous voulons encourager la participation politique. On va tenir un discours officiel qui est de dire, il faut que les masses participent à la politique, parce que c'est aussi ça la démocratie. Il y a démocratie parce que les citoyens, parce que les individus participent. Donc, il faut qu'il y ait un discours qui vise à encourager la participation, que les masses investissent le champ politique. Cependant, pour l'autre réunion, il faut quand même contrôler la masse qui entre. Parce que si la masse qui entre atteint une certaine proportion, nous aurons du mal à contrôler et à maintenir nos intérêts. Il faut tout faire, oui, que les gens viennent, mais que ces gens restent sur un nombre qu'on peut contrôler. C'est l'image d'un parent de famille qui sait, avec 2 enfants, je peux m'en sortir, mais si je commence à faire ça, si j'aurais du mal à m'en sortir. Ou un enseignant qui, dans une salle de classe, dit 50 enfants, élèves, c'est bon, mais s'ils viennent de plus en plus nombreux, même si je veux avoir des élèves, j'aurais du mal à maîtriser ma salle de classe. Et donc, ce qu'on va voir, on va le voir qu'au Cameroun, on veut, il y a un discours. Et les candidats mobilisés, il y a un discours, inscrivez-vous. Il y a même des campagnes, inscrivez-vous, qui tendent à donner l'impression qu'il y a une réelle volonté à ce que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Mais quand on va se rendre compte que cette inscription, cette croissance va de manière exponentielle, qu'est-ce qu'on va faire? On va casser le processus d'inscription. Alors, quels sont les faits sur lesquels je m'appuie pour le dire? Vous allez constater que entre les scores de M. Biel, M. Kamto, que j'ai rappelé en 2018, vous avez une différence de 2 18 550 voix. 2 18 550 voix entre les deux scores. Okay. Quand vous regardez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce nombre de 2 millions, c'est le nombre seuil. Ça veut dire que ce nombre-là, si on l'inscrit aujourd'hui, si on l'injecte aujourd'hui dans le fichier électoral, ce nombre peut faire basculer le résultat de la présidente d'élection. Il peut basculer l'autre établi. Il faut donc tout faire pour empêcher qu'on atteigne ce nombre qu'on a dépassé. On va demander aux gens de s'inscrire, mais pas atteindre ce seuil. Il faut tout faire pour rester en dessous de ce seuil. Et donc, ce qui va se passer, justement, ce que vous comprenez donc, ça commence à venir de soi, vous comprenez donc pourquoi le nombre de nouveaux inscrits, finalement, est de l'ordre de 1 482 000 et non plus de 2 millions. On va tout faire pour casser la tendance, parce que si on laisse la tendance, on va arriver vers un seuil dont on ne pourra pas contrôler. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Le programme de l'ECAM sera de dire, on est sur le terrain tous les jours entre 9h et 15h. Il y a eu un débat dessus au Cameroun, un moment où on disait, non, il faut être là le week-end. Parce qu'entre 9h et 15h, nous sommes bien ensemble. Nous sommes ici, on fait comment? Nos activités. On a l'université, on est au marché, on est au campus, on est en classe. En fait, on travaille, on est occupé. Premier élément. Ouais. Deuxième élément, ça, ce sont les enquêtes que nous avons menées sur le terrain. Il est arrivé que les agents de l'ECAM arrêtent à 14h. Avant l'heure initialement prévue qui était de 15h. 15h, oui. Vous comprenez? Ils vont se décourager lorsqu'il y a de longues files d'attente. Mais s'il y avait réellement une volonté de la part de l'ECAM ou de l'administration de dire, enfin, de l'ECAM, je peux faire rester sur l'organe qui organise et supervise et contrôle l'élection. S'il y avait une réelle organisation qui dit, venez vous inscrire, bon, on devrait le dire, ils devaient être payés. C'est vrai, il reste des fonctionnaires publics, mais pas avoir des primes. On aurait pu leur dire, plus vous inscrivez, plus vous avez des primes. C'est quand il est vrai, c'est qui aurait amené les agents à aller même seulement des heures supplémentaires ou de rester jusqu'à 15 heures, ou alors de ne pas se fatiguer de la longueur des files. Ou de faire des mi-temps de 2 équipes. Dans tous les cas. Il y a eu un débat qui a demandé, retrouvons-nous le week-end. Ils ont dit non parce que les fonctionnaires ne travaillent pas le week-end. Ayant des heures supplémentaires, on utilisait des arguments juridiques pour contredire cela. Mais vous avez un autre élément, par exemple, pour ceux qui sont de la diaspora. Ils vont vous dire, par exemple, pour Bruxelles, il faut, pour vous inscrire, aller dans un stade unique, tout est centralisé, la côté à Bruxelles. Souvent, quand vous avez réussi à trouver une journée d'absence, soit à l'école, soit à boulot, soit au job, quand vous prenez ce sacrifice et vous prenez 1-2 heures de route pour aller à Bruxelles, souvent vous dites, la fonctionnaire ou la diplomate qui doit vous recevoir n'est pas là. Vous venez demain, elle n'est pas là. Vous venez après-demain. Et ça décourage. Ce sont les petites stratégies comme ça qui justement sont utilisées pour s'opposer au discours officiellement publié. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un impact autant pour moi du contrôle social, et c'est ce que je retiens pour cette phase d'inscription sur liste électorale. Deuxième élément.
deuxième élément, c'est l'omniprésence de l'administration au Cameroun. Quand tu parles d'omniprésence, qu'est-ce que tu veux dire? L'administration camerounaise est toujours là ou elle n'est pas là? Mais elle est toujours là. Ok. Ça, dans l'histoire électorale du Cameroun, on retient que les élections étaient un moment organisé par le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'administration territoriale. Il y a eu des critiques qui ont amené le ministère enfin l'État du Cameroun a créé l'Observatoire de l'élection qu'on appelait ONEL. On est passé ONEL 1, ONEL 2 et finalement on a abouti à Elections Cameroun qui statutairement est défini comme étant un organe indépendant. Cela voudrait dire que l'administration n'a rien à voir à l'intérieur. Et bien plus dans le processus électoral parce qu'elle est comme qui est chargée justement organiser et séréniser tout le processus électoral. Alors, pour cette partie, si je me suis appuyé sur les travaux du professeur et doyen Akono, Serge Evian, paru en 2013, intitulé sur l'administration dans le processus électoral au Cameroun. Qu'est-ce que le professeur doyen Akono démontre? Il démontre que quoi qu'on fasse, l'administration sera toujours présente dans le processus électoral au Cameroun. Elle sera toujours présente dans le fonctionnement d'élections Cameroun. Pour plusieurs raisons qu'il a avancées. D'abord, le personnel de l'ECAM. Ce n'est pas un personnel qui vient de nulle part. C'est un personnel mis à disposition par l'État. L'État camerounais. Il s'agit des administrateurs formés à l'école d'administration du Cameroun. Et il va faire un travail de sociologie d'administration pour montrer que partout où un administrateur se trouve, il a toute tendance à s'imposer. Donc, au final, vous avez dans l'ECAM un personnel issu de l'administration qui, dans sa nature, a vocation à s'imposer dans le milieu social où il se trouve. Et l'autre élément, il va vous dire, pour superviser, pour contrôler, il faut des opérations de police, etc. Et l'ECAM n'en a pas. Vous avez toute l'administration qui doit être présente. Et qu'il y a des éléments dans la réglementation, dans le code électoral, qui font que le ministère de l'administration territoriale joue le lien entre eux et l'ECAM et l'État le gouvernement du Cameroun. Donc, vous comprenez qu'il montre que l'État sera tout présent, c'est d'autant plus que l'élection, pour lui, est c'est du service public. Parce que l'élection permet justement d'assurer le développement et la paix. C'est le service public. Et donc, qui fait le service public dans un État? C'est l'État. C'est l'État. Il est donc inconcevable comme pas d'organisation du processus électoral sans que l'État qui est censé organiser ce service public ne soit présent. Alors, c'est ce que monsieur professeur Akono, le professeur doyen Akono démontre. Il demande donc que, quoi qu'on veut, l'État. Sur la scène, on dira qu'il est comme indépendant, mais derrière, dans les coulisses, l'État sera toujours présent. Toujours. Et tout acteur politique engagé dans un processus électoral doit prendre en compte cet élément. Le plus important pour nous, c'est quoi? Ce sont les valeurs des différents acteurs engagés dans le processus électoral. Alors, quand je prends les travaux du professeur doyen Akono et que j'essaye de transposer sur l'actualité préélectorale que nous avons vécue, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'au Cameroun, c'est quand même le MINAT qui a sorti la liste des partis politiques habilités à présenter des candidats. Pourtant, ils n'ont pas le ressort. Si vous m'avez bien écouté, est-ce qu'on va couper le ressort? Je viens de vous faire démonstration de ce que le MINAT reste acteur du processus électoral et qu'il est présent dans le fonctionnement de l'ECAM. D'ailleurs, le code électoral portant organisation de l'ECAM et du processus électoral au Cameroun, il fait la part belle à l'administration. Il définit ses compétences, etc. Donc, c'est cet élément qui se dégage aussi. C'est-à-dire que vous avez une administration toujours présente. Vous avez vu ce que cette administration a fait, par exemple, lorsqu'il fallait investir M. Yebga, lorsqu'il fallait investir M. Yebga, lorsqu'il fallait investir M. Gamto. On a revu comment le processus de démission, il faut une lettre qui soit adressée au gouverneur, au MINAT. Donc, c'est déjà ça que je retiens aussi. Il est peut-être autonome, peut-être indépendant, non. Le gouvernement, à travers l'administration, le ministère de l'administration territoriale reste un acteur majeur du processus électoral. Tout acteur politique qui veut aller à la compétition électorale au Cameroun doit prendre cet élément en compte. Le troisième élément qu'il faut prendre, c'est la persistance de la pratique répressive. Cette phase préélectorale aussi a donné à voir l'habitude malheureuse du gouvernement du Cameroun. Souvenez-vous qu'on a vu sur les antennes de la chaîne nationale, le ministre de l'administration territoriale se fait appeler shérif.
De Moulinex. Bon, Moulinet, c'était déjà avant. Ouais, C'est le shérif. C'est une autre sortie où il se fait appeler shérif. Ça fait rire quand vous êtes attiré, mais c'est à ça. Mais ce n'est pas de nature à calmer les jeux politiques. Voyez-vous, de nombreux analystes font souvent le parallèle ou alors le lien entre la vie politique, la compétition politique et la compétition footballistique ou le football. Vous voyez souvent dire le fair play en politique. Donc, le jeu politique est aussi vu comme un jeu de football. Les habits, les acteurs, on reste dans un esprit de fair play. Vous n'avez jamais vu, monsieur ne se souvient pas qu'un arbitre ou bien qu'un spectateur ou qu'un commissaire de match ou bien, je ne sais pas, peut-être fédération se fasse appeler shérif. Non. Ce n'est pas quelque chose qui est de nature à créer de la sérénité dans le jeu électoral. Au contraire, c'est quelque chose qui est de nature à faire peur, de se faire appeler shérif. Bien. Un autre élément qui montre la répression. Lorsque nous sommes allés à la phase du contentieux préélectoral, vous savez qu'il y a bon nombre de sympathisants, de militants et peut-être simplement même de badauds qui se sont fait arrêter en marge du contentieux préélectoral. Certains sont encore retenus dans les geôles, d'autres ont été libérés, mais après c'est un nombre de temps de privation de liberté. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, malheureusement. On reste donc toujours dans des régimes autoritaires. Il faudrait donc pour tout acteur politique qui s'engage, pour tout citoyen, qui prenne en compte ce comportement, cet élément qui est dans le jeu politique local. Cela ne vise pas à décourager, ce n'est pas un discours de culture de la peur que je vais développer ici, mais c'est une culture de réalisme politique pour ce qui est de nos espaces politiques. Il faut les prendre en compte. Et peut-être, c'est peut-être une invitation aux acteurs politiques à avoir un discours qui permet de surpasser ce sentiment de peur. Quatrième élément, c'est la carence des partis politiques et la forte instrumentalisation du droit. Vous avez vu que cette phase préélectorale a donné lieu à voir sur des débats sur le mandat impératif, sur les débats sur la méthode, les procès par lequel on démissionne d'un parti politique. Vous savez qu'il y a une forte instrumentalisation du droit. Eh bien, on peut aussi constater, lorsqu'on parle de forte instrumentalisation du droit, on peut aussi constater, pour ce qui est du cas, par exemple, du Maliden, qu'il y avait des conflits de leadership à l'intérieur du parti. Des conflits qui auraient pu être vidés dans les tribunaux de droit habilités compétents en la matière. Mais non, on n'a pas mis en avant, on a l'impression, et ça je m'appuie sur les travaux du professeur Amougou, qui parle des partis politiques dans les partis politiques au code électoral au Cameroun. Les partis politiques au code électoral au Cameroun, c'est un travail, c'est un article publié écrit par le professeur Amougou en 2021, et où il interroge les enjeux et défis de la compétition électorale. Dans ce travail, il montre que de nombreux partis politiques ont un discours négatif qui porte sur le code électoral, qui n'est qu'un instrument de la régulation du jeu politique. Non pas que ces discours ne sont pas fondés, mais ce qu'il met en avant, c'est le fait que la plupart des partis politiques cachent leurs conflits internes, les insuffisances internes, pour mettre plutôt en avant les débats sur le code électoral. Et cette réalité s'est donnée à voir dans la phase du contentieux, la phase préélectorale. Nous avons, c'est le cas, pour le citer, du Maliden, qui s'est beaucoup plus focalisé sur la procédure de démission, sur l'Assemblée, les tests, la résolution prise par l'Assemblée générale. On est resté dans les statuts, les CC, mais on a caché justement ce déficit interne de leadership. Ce qui montre structurellement à l'intérieur du parti, on n'est pas suffisamment bien assis, par exemple. Ce qui a conduit à l'invalidation de la candidature du professeur Maurice Kamto. Donc, ce sont autant de sujets qui relèvent, qui sortent, qui nous donnent des leçons dans cette partie. Donc, les partis politiques gagneraient, les acteurs politiques devaient s'engager, gagneraient à anticiper sur le rôle de l'administration dans le processus électoral. Il faut anticiper dessus, c'est une réalité. Okay. Il faut anticiper, mais il faut aussi être capable de dépasser, de gérer son organisation interne, de se structurer en interne pour finalement, au moment venu de l'élection, se déployer sur le terrain, éviter. Et en cette matière, pour ce cas précis, vous voyez que le PCRN de M. Kabalibi a quand même donné une leçon assez satisfaisante. On a vu comment il y a eu un travail de fond pour permettre justement que le parti soit organisé, qu'il n'y ait pas de conflit, de querelle
indemne de leadership qui puisse nuire à la candidature du parti. Dernier élément. Le dernier élément, c'est l'hétérogénéité de l'opposition. Donc, on a l'habitude de dire au Cameroun, l'opposition camerounaise. Il est temps, lorsqu'on convoque une sociologie. Je vais rajouter, on a l'habitude de dire au Cameroun, l'opposition camerounaise, et on se rend compte que dans cette opposition, il y a encore l'opposition. Et c'est normal lorsque vous convoquez ce qu'on appelle la sociologie des partis politiques, la sociologie des acteurs politiques, qui sont des acteurs homo-économiques, c'est-à-dire les acteurs qui sont portés d'une certaine rationalisation et la recherche de l'intérêt individuel, on ne peut pas le leur reprocher. Alors, il n'a pas l'opposition. Yeah. L'opposition n'est pas homogène. Il n'y a pas un opposant. Il y a les opposants. Il y a les oppositions. C'est pour ça qu'on voit parfois l'opposition dans l'opposition. Nous avons vu des candidats être contents parce que la candidature de Maurice Kamto n'a pas été validée. Comment tu trouves ce comportement? Mais il est politique. Okay. Il est politique, pourquoi? Parce que tous les coups sont permis. Au-delà de ce que tous les coups sont permis, je suis l'opposant de M. Paul Biya. Cela ne m'empêche pas d'être aussi l'opposant de M. Kabalebi, de M. Akeremouna, de Mme Kawala. Okay. Parce qu'on ne partage pas justement la même offre politique. Ne pensez pas que je cesserai d'être opposant. Si je suis opposant, c'est un exemple. Ne pensez pas que je cesserai d'être opposant parce que Monsieur Serge Espoir Matomba aurait pour le pouvoir. Je ne cesserai pas d'être président. Monsieur Oshi Joshua ne cessera pas d'être président parce que Monsieur Akemouna sera devenu président. Il restera opposant parce qu'on n'a pas la même vision, la même offre politique. Le même programme politique, la même vision des choses. Non. Ok, je comprends. Donc, ce sont des opposants qui suivent des programmes, des valeurs, des offres, une idée, une idéologie différente. Donc, ce que cette élection aussi, face prélectorale, permet de voir, c'est que justement, nous avons des opposants, nous n'avons pas une opposition, nous avons des opposants, malgré l'appel des masses à une union, malgré le groupe de Douala qui a fait des efforts pour qu'il y ait une candidature unique. Et malgré aujourd'hui, le groupe, je pense, c'est le Fumban, amené par Madame Damdjoya, le Sakemouna, qui essaie tant bien que mal. Bon, on se rend compte que l'émergence d'une candidature unique reste difficile. Bon, c'est vrai que c'est un peu dit, c'est du fait aussi de l'administration publique qui est toujours dans des cours possibles. C'est ça peut-être l'objet d'une prochaine analyse, mais aussi simplement parce qu'il faut qu'on note que dans la sociologie des acteurs politiques, il n'y a pas un acteur, il y a des acteurs. Voilà donc les différentes leçons qu'on peut retenir. Et si vous permettez, on peut peut-être aborder la question des conséquences. Allons-y. Alors, quelles conséquences cela produit dans l'espace politique camerounais? Ça produit ce que je vais appeler la désacralisation du droit. Parce que tout le débat qu'on a eu sur le droit, souvent en masquant nos propres carences, difficultés internes, finalement aboutit à quoi? Lorsqu'on a discuté du mandat de parti, lorsqu'on a débattu de la compétence, de la non-compétence, de la Cour constitutionnelle, etc. Lorsqu'on a eu toute une forte instrumentalisation du droit, on arrive à la désacralisation du droit. On arrive au principe où les citoyens ne croient plus au droit. Oui, on s'est dit, le droit, c'est pour écarter tel. Même si quelque part, M. Gbagbo, en Côte d'Ivoire, par exemple, a dit, mais oui, l'arrêt de droit, c'est pour écarter un adversaire politique. Mais on arrive quand même à ça lorsqu'il y a une forte instrumentalisation du droit dans le débat politique de droit qui devrait être sacré. On comprend qu'un matin, on peut mettre un nom de tel comme président de parti, un autre matin, on enlève son nom. Ça fait que finalement, le droit, même l'institution, perd un peu de son charme, perd de sa crédibilité, perd de son sérieux. Vous avez aussi la démobilisation. Parce que si vous avez été attentif sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui disent « je vais déchirer ma carte d'électeur ». Beaucoup l'ont fait, je ne vais pas voter, boycotter toutes ces élections. Vous en avez qui estiment que vous avez des audios des parents qui circulent sur les réseaux sociaux « je ne veux pas te voir marcher sur les affaires de Kamto ». Donc finalement, alors qu'on avait observé une forme de pro-politisation de la jeunesse camerounaise, on risque d'assister désormais à un retour à la démobilisation. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour notre vie politique au Cameroun. Voilà. Qui est en pleine élection présidentielle 2025. 12 candidats, un 12 octobre. Un seul vainqueur. Alors, c'est sur ces mots que nous vous disons au revoir et à la prochaine pour un autre numéro du Politiste.
Nous vous disons au revoir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez massivement la vidéo parce que le programme a pour objectif de valoriser la politique, de faire comprendre la politique et d'éduquer le citoyen lambda en matière politique. Alors, on se dit au revoir. Monsieur Jeannot, un dernier mot. Un dernier mot, monsieur Younesimo, merci de m'avoir convié à ce festin intellectuel. J'espère que vos téléspectateurs ont aimé, vos internautes vont aimer. Nous restons ouverts à la critique, c'est constructif et nous ferons l'effort d'améliorer notre explication parce que le but justement c'est d'édifier, c'est de susciter la compréhension structurée et digeste de l'explication des phénomènes politiques qui nous entourent. Parce qu'au final, si on ne fait pas de la politique, c'est la politique qui nous fait. C'est justement qu'on se dit au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro du Politiste. Mesdames et messieurs, bonsoir.